toi, Mathieu. Effectivement, je viens vous parler un peu de détection automatisée de jaunisse, mais particulièrement de la flavescence dorée. On fait le pendant avec le phylloxéra, que personne n'a connu ici, mais on s'en souvient, ça a laissé des traces. Et l'impact que ça a pu avoir sur le vignoble à l'époque. Et finalement, on en prend un petit peu la direction avec une maladie ultra-épilémique en fonction du variant, et puis un impact sur la pérennité du vignoble, et puis les rendements associés. Donc ça, c'est une petite affichette qu'on envoie, nous, à nos vignerons, un petit peu sous le format ancien journal. Alors je ne vais rien vous apprendre, mais les piliers de la lutte, ils sont finalement assez simples. Hein. C'est du matériel végétal qui est certifié et conforme, hein, et qui, avec un traitement eau chaude, c'est encore mieux. Avec éviter de propager la maladie en nettoyant le matériel, éviter de propager des fragments de feuilles, ou même, ne serait-ce que quand on se promène dans le vignoble, une pauvre cicadelle qui rentre dans la voiture ou dans le radiateur de la voiture, on peut la transporter sur des kilomètres et des kilomètres. Et puis de la prospection, surtout de la prospection finalement. Aller observer son vignoble individuellement, collectif, et sur l'organisation, on est sur du collectif, avec un arrachage le plus exhaustif possible de tous les symptômes et de tous les piliers symptomatiques, flavescence dorée, bois noir. Hein. Je vous rappelle que la seule façon de distinguer les deux est une analyse PCR, une analyse génétique. Alors en Champagne, on a une grosse capacité de mobilisation. Sur l'année 2025, on arrive à 22 350 hectares de prospection collective, 27 000 convocations envoyées aux ressortissants, avec 264 demi-journées de prospection, ce qui est complètement ahurissant. Des formations de viticulteurs référents pour des prospections collectives volontaires, et l'embauche de 80 accompagnants pour aller travailler en masse. L'idée, c'est de ne pas se faire dépasser par la maladie, d'aller détecter rapidement les foyers que l'on n'aurait pas vus. Sauf que cette mobilisation, oui, elle est réussie, mais la vraie question, c'est finalement pour combien de temps ? Parce que comme tout projet collectif, au bout d'un moment, ça s'essouffle, et c'est dur à maintenir, c'est très coûteux en temps, en énergie, en volontariat. Et pour l'instant, on s'en sort comme ça. Mais l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin. Alors, deux façons de faire. La première, la prospection manuelle, qui est la seule reconnue par les pouvoirs publics et la seule réglementaire, hein, finalement, qui est très consommatrice en temps, en main-d'œuvre, en ressources, qui est éprouvante, qui couvre finalement qu'une fraction du vignoble. Alors le chiffre est gros, mais finalement la Champagne, c'est 34 000 hectares, donc il en manque 14 000. Hein. Et dans ces 14 000-là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Détection d'un foyer non prévu, et pour avoir échangé avec l'un de vous dans la salle, là, ça arrive, et finalement, on ne le souhaite pas. Et finalement, quand on regarde sur ces prospections qui sont longues à organiser, longues à faire, le seuil de détection est finalement assez mauvais. On est sur une prospection manuelle sur environ 50% de capacité de détection par les opérateurs, ce qui est plutôt pas mal, mais finalement qui n'est pas suffisant. L'idée en 2020, c'est travailler sur une nouvelle approche, d'avoir une surveillance qui soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus étendue, qui nécessite moins de ressources humaines surtout, avec une organisation qui soit beaucoup plus légère, avec deux façons de faire. Hein. De travailler sur de l'hyper ou du multispectral, donc d'aller chercher des longueurs d'onde spécifiques et caractéristiques des maladies, en se disant, ben voilà, une maladie va avoir une implication sur la physiologie de la plante. Est-ce que ces variations en termes physiologiques ne sont pas mesurables sur des spectres dans l'infrarouge, proche infrarouge ou ailleurs ? Et aussi de dire, ben voilà, ces caméras sont un peu complexes à manier, est-ce qu'elles existent réellement sur le terrain ? Donc aussi de travailler sur des modèles de caméras RGB, hein, rouge, vert, bleu, sur du visible tout simplement. Alors pour le moment, c'est des projets qui sont intéressants, mais à l'heure actuelle, le taux d'occurrence n'est pas assez important pour que ça soit reconnu par les pouvoirs publics. Donc ça, pour le moment, ne remplacera pas la prospection appelée. Donc pour ce faire, en fait, on a réuni un consortium qui associe à la fois l'Université de Rhin-Champagne-Ardenne avec un laboratoire qui s'appelle le CRESTIC, hein, qui est une spécialité dans le traitement du signal et l'analyse des images, Ségula Technologies, qui est un industriel intégrateur, nous, bien sûr, Comité Champagne, et avec un soutien de la région Grand Est.
Alors ce projet, somme toute, assez classique, avec une phase d'étude de spectre, une phase d'étude d'image, et puis une phase d'étude d'image dans le visible. Et là, pour ce projet-là, je suis simplement le porte-parole, hein. Vous imaginez bien qu'au vu de l'étendue du projet, tout ne repose pas sur mes petites épaules. Et ça représente finalement un certain nombre de personnes avec des spécialités qui sont bien spécifiques à chacun. Donc comment ça s'est passé, ce projet? Il y a eu beaucoup de campagnes d'acquisition depuis 2020. C'est 6 campagnes d'acquisition avec le premier principe, c'est de dire on va aller sélectionner des bandes discriminantes, donc faire beaucoup de spectres pour aller voir finalement quelles sont les bandes qui ressortent. La gestion au niveau d'un apprentissage automatique sur des machines de deep learning, hein, ni plus ni moins. Alors Lydia vous en a parlé un peu et je ne vais pas la paraphraser, mais grosso modo le concept et le fonctionnement est strictement identique, et de le faire à la fois sur du multi-hyperspectral mais aussi sur du visible. Alors tout de suite, on s'est rendu compte que les analyses d'images, c'est pas toujours facile. Il est assez simpliste de dire on va passer une caméra et puis tout va bien se passer. Parce que le premier verrou qu'on identifie, alors c'est la conclusion mais à la fois l'introduction, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité dans ce qu'on observe. Ne serait-ce que sur des pieds sains, entre 2020 et 2024, alors ça ne rend pas très bien à l'image, mais entre l'état de végétation, l'état de stress hydrique, l'état de maladie, l'état de protection phyto, l'état de surface, la luminosité, la poussière, finalement, même un cépage sain ou une feuille saine a plusieurs façons d'être saine et a une représentation qui est un peu différente d'année en année. Donc ça, c'est vraiment sur du feuillage sain. Et puis, on a une multitude de symptômes confondants. Là, Daisy, ça a essentiellement porté sur le chardonnay. Vous allez voir que l'ouverture a été faite sur d'autres cépages. Mais il y a 50 nuances de jaune dans une vigne, entre l'enroulement, l'escale, les décolorations, les témoins, les accidents climatiques, les accidents physiologiques. Du jaune, vous en avez tout le temps. Et vous avez à l'intérieur toutes les nuances qui peuvent arriver sur cet apprentissage et qui parfois nous posent de problèmes. Alors là, il n'y a pas de secret. Il faut apprendre à la machine. Il faut collecter énormément de données, énormément, et puis annoter ces données-là. Donc sur le premier point, c'est ce qu'on a fait sur les spectres, hein. Donc là, c'est Valeriu et son équipe qui allaient sur le vignoble expérimental, sur des pieds qui étaient déjà caractérisés par nos services, récupérer des feuilles, les emmener en laboratoire. On a un petit laboratoire sur le domaine, et avec des prises de spectre manuelles pour essayer d'aller chercher des caractéristiques. Donc sur les 5-6 années là qu'on a travaillé, ils ont pris 15 000 spectres définis en 5 classes, donc jaunisse, enroulement, décoloration, esca et témoin, sur 6 zones du vignoble, autour du vignoble expérimental, pour essayer d'aller chercher le maximum de data, et plus on l'alimente et mieux ça fonctionnera, avec finalement à l'issue de son travail, à l'issue de ce travail de thèse, la détermination de 4 bandes réellement discriminantes, donc dans le proche infrarouge et dans l'infrarouge, dans lequel on arrivait à distinguer assez facilement et au moins des bandes qui ressortaient. Alors ces bandes-là devront être mises à l'épreuve du terrain en 2025. Alors là, les données sont en cours, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer. Et en 2026, bien sûr, pour aller la confronter à la réalité du terrain. Donc là, l'idée, c'est d'aller définir un indice spécifique à cette jaunisse, à la flavescence dorée, et de le travailler sur plusieurs aspects. L'issue de ces travaux-là a été de dire, dans le commerce, on a du mal à trouver la caméra qui nous va bien et qui nous permette de reprendre tous ces spectres avec les filtres qui vont bien. Donc Valeriu a fait spécifier une caméra qui vaut un bras, 2 reins et 2 jambes, sur du RGB, sur du monochrome en proche infrarouge et dans l'infrarouge, qui nous permettent de travailler en une prise de vue, de pouvoir alimenter l'intégralité du modèle sur une même feuille. Parce que la difficulté, quand on va passer plusieurs capteurs de suite, c'est est-ce que l'on va capter la même information avec le même degré de précision? Ça pose problème, des fois, de pouvoir réajuster les placettes et puis de pouvoir les superposer. Donc cette caméra-là, elle va être éprouvée un petit peu en extérieur dans les prochaines années. On a commencé à le faire en 2025, mais c'est plutôt prometteur sur le principe.
Alors les premiers traitements qui ont été faits, ils ont été faits sur une base déjà d'aller travailler dans des indices qui sont très connus et assez faciles à aller chercher, qui sont le NDVI et le GNDVI, hein, en gros la réflectance dans le rouge ou la réflectance dans le vert, hein, qui est strictement l'inverse finalement, en se disant peut-être qu'avec ces indices simples, on va réussir à trouver une différence. Alors vous voyez à l'écran, ça saute pas aux yeux. En gros, un outil d'apprentissage, il est incapable de pouvoir distinguer quoi que ce soit, même si dans le GNDVI, on voit que la jaunisse, elle est un peu moins rouge que les autres. Donc ça pourrait le faire, mais est-ce qu'avec la multitude des symptômes confondants et des problématiques liées à l'acquisition, on pourrait le pérenniser dans le temps? C'est pas très sûr. Donc Valériou et son équipe ont travaillé sur une autre façon de faire en allant chercher dans du multispectral des zones bien spécifiques et des bandes bien spécifiques, hein, les fameuses 4 bandes, avec dans un premier temps une bande seulement où on arrivait finalement à la faire ressortir un tout petit peu. Et lorsqu'on va aller à travailler avec l'application de cet indicateur jaunisse, miracle, elle apparaît, elle est là. Bon, il faut remettre dans son contexte, on est dans une zone calibrée, les feuilles sont à la même distance, la même luminosité, la même température, enfin tout pareil, mais finalement cet indice il ressort. Il ressort et c'est très intéressant de voir comment la machine se comporte. Vous allez voir un petit peu comment on procède. Le gros problème, c'est que ce projet-là, il doit être mis à une plus large échelle. C'est OK maintenant en labo. Maintenant, comment on va se débrouiller pour aller prospecter énormément de surface au vignoble? Parce qu'aller chercher chaque feuille pour le mettre au labo pour faire travailler un algo ou faire travailler une machine, ça ne va pas être suffisant. Et finalement, autant continuer à prospecter à pied, c'est comment en fait on va aller chercher un petit peu plus loin. C'est ce que je conclurai par la suite. Donc sur des choses un petit peu plus proches, en combinant les caméras et en spécifiant les caméras, on a sur les 2024 et de 2021 à 2024 pris énormément de données, là encore à peu près 10 000 images, avec des caméras du commerce plus des caméras adaptées pour essayer de faire travailler ce modèle-là. Alors le modèle, c'est ni plus ni moins que on prend toutes les imagettes, on les annote, on les met dans une machine en lui disant trouve le meilleur chemin pour arriver avec le meilleur taux d'occurrence. Ni plus ni moins. On connaît les entrées, on lui demande une sortie, ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas toujours. Et on lui laisse travailler, on le laisse tourner en boucle jusqu'à temps que finalement les taux d'occurrence et les taux de test soient suffisamment pertinents pour que ça soit intéressant. Alors qu'est-ce que ça donne au final sur les feuilles d'une année similaire, c'est-à-dire que je vais faire travailler le modèle sur une année 2022, 2023, 2024, peu importe, une année spécifique. Toutes les images de cette année-là, on ressort avec 83% de taux de détection, ce qui est quand même nettement supérieur par rapport aux 50 initialement fait à la main. Mais la grande question, c'est comment ça allait se comporter avec des images qui venaient d'autres années. Donc là, ça redemandait un apprentissage au niveau du modèle, et en travaillant avec une imagette issue d'une année, en prenant en considération l'intégralité des images de plusieurs, on arrive à 80% de taux de détection par le modèle. Ce qui est quand même plutôt pas mal. La grande difficulté à ce niveau-là, c'est des résultats qui sont, oui, certes robustes, mais des modèles qui sont extrêmement lourds à faire travailler, qui sont extrêmement complexes et qui excluent presque automatiquement le traitement embarqué. Alors pourquoi le traitement embarqué? Vous allez voir, parce que si demain on embarque ce capteur-là, il ne va pas être utile de renvoyer la data pour pouvoir annoter précisément une carte que vous pourrez peut-être intégrer dans votre jumeau numérique quand Guillaume aura bien travaillé. Donc en fait, c'est essayer d'alléger la donnée. Parce que ces datas-là, c'est plusieurs gigas, c'est plusieurs terras qui doivent être envoyés par quelque moyen que ce soit. L'avènement de la 5G, c'est intéressant, mais il y a une notion de sobriété numérique, parce que ça coûte cher aussi en énergie d'envoyer de la donnée, et puis où va-t-elle, comment on la stocke, comment on la traite, qui la traite, avec quelle puissance de calcul. Donc tout ça, en fait, c'est un environnement qui est assez complexe. Donc ça, c'est un premier point, et sur lequel, en fait, Valériou et son équipe ont bien travaillé en co-encadrement avec nous de la thèse et Ségula associés. Et un autre pendant de ce projet-là a été fait sur du visible,
quelque chose qui est déjà humainement plus compréhensible, c'est de la forme, c'est de la couleur et comment on va au vignoble finalement avec des caméras qui sont beaucoup moins chères. Elles valent plus qu'un bras. C'est comment on va pouvoir aller faire de la prospection à large spectre. Alors, sur le dispositif expérimental, vous voyez que c'est un peu abracadabrantesque. Vous avez Tanguy, là, avec une perche, une caméra ou un drone qui tenait à la main, d'aller prendre toutes les pieds à noter pour aller créer des images, d'aller prendre là 15 000 images entre 2021 et 2025. Donc, il y a passé un certain temps, hein, notre ami Tanguy, sur le domaine et sur le vignoble. Plus des essais de prospection précoce pour essayer d'étendre la capacité à prospecter le vignoble sur un temps long, hein, parce que la prospection actuellement c'est grosso modo un septembre-octobre, ce qui est un temps assez court. Donc si on pouvait la commencer en juillet, ça serait d'autant plus facile. Et donc toutes ces images prises par Tanguy, il s'amusait à faire, il a pratiqué un algorithme de découpage automatique, c'est ce que vous montrait Lydia tout à l'heure, hein, de découpage en imagettes et puis de l'annotation proprement dit, avec toujours cette problématique de variabilité interannuelle. Et il a entraîné ces modèles dessus, avec finalement deux cas de figure spécifiques. C'est on prend une image RGB, on fait un masque, on la découpe en petites imagettes, on annote les imagettes et puis on demande à l'outil, à la machine informatique de dire jaunisse, pas jaunisse. On ne lui demande pas grand-chose, hein. On lui demande simplement de dire si c'en est ou si ça n'en est pas. Et voilà le principe de fonctionnement. Alors brut de décoffrage comme ça a eu un petit peu de difficulté. Donc ils ont mis au point un modèle qui est un petit peu plus complexe avec des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que le modèle s'entraîne lui-même sur des images qu'il a lui-même annotées et finalement une partie du modèle va donner des réponses plus ou moins hasardeuses, plus ou moins intéressantes, plus ou moins positives pour entraîner l'autre part du modèle. Et on fait le tourner, on fait tourner jusqu'à temps que finalement il y ait la plus grande pertinence possible au niveau des algorithmes. Donc le taux de détection par rapport à la finalité de l'apprentissage de ce modèle, il est de 92% sur des images test, donc ce qui est quand même extrêmement prometteur et extrêmement intéressant. Donc sur une image d'une année donnée, et on arrive à 94% sur des conditions précoces avec des détections de forme en plus associées. Donc c'est quand même ultra intéressant et c'est très prometteur. Donc là, l'idée, c'est de minimiser le changement d'année et d'avoir la plus grande pertinence et la plus grande réactivité possible. Donc là encore, c'est des modèles qui sont exploitables pour des prospections en proxy détection, donc c'est assez proche de la végétation. Et la grande difficulté, c'est qu'ils ont besoin de prendre le temps de prendre des images. Donc cette prospection-là, pour l'instant, elle est testée jusqu'à 2 km/h. Alors, ce qui est rapide ou pas rapide, ça dépend à quelle échelle on se met, mais finalement, c'est assez peu compatible avec l'usage des machines que l'on a au vignoble. Lorsque vous allez faire un traitement, lorsque vous allez faire du travail du sol, lorsque vous allez faire un rognage, 2 km/h, ça va vite vous ennuyer. Et en termes de rendement de chantier, c'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué à mettre en œuvre. L'autre point, et la grande difficulté, c'est cette image, comment on la prend, comment on la stabilise, et comment on la géolocalise. Parce que les vignes, elles ne sont pas nécessairement comme un parking de supermarché, elles ne sont pas droites, propres et complètement plates et rectilignes. Il y a des mouvements d'engin, il lui faut qu'elles soient à une certaine hauteur pour pouvoir récupérer une image qui soit intéressante. Donc ça a été tout le travail de Ségula, d'aller travailler sur un système de nacelles qui nous permettent d'embarquer les capteurs avec différentes corrections et différents stabilisateurs, et qui nous permettent aussi, via un système GNSS RTK, d'aller, par rapport à la prise de vue de l'image, d'aller mettre un point centimétrique pour pouvoir le remonter vers un outil de système de cartographie qui nous permet ensuite d'aller faire un prélèvement de détection. Parce que ce n'est pas le tout de le détecter, il faut encore savoir où il est. Alors la détection smartphone avec des précisions aléatoires et non répétables à 2,50 m, voire 5 mètres dans des mauvaises conditions, finalement, pour ce genre de choses, ce n'est pas intéressant. Alors sur des vignobles à écartement plus large, on pourrait imaginer que oui. Nous, l'écartement moyen en Champagne, c'est 1 mètre. Hein, donc une erreur de 2,50 m, finalement, c'est une erreur de 3 rangs. C'est quand même assez important. Donc là, Ségula a travaillé sur cette nacelle qui est en cours de finalisation. Alors ce qu'on se rend compte, c'est que
tout ce système embarqué hors machine à vendanger, parce qu'en Champagne, on n'a pas cette option en termes de récolte, qui sont des machines qui passent partout et qui roulent assez doucement. Finalement, quand on va le monter sur un robot, quand on va le monter sur un enjambeur, quand on va le monter sur un moyen terrestre de prospection, eh ben, finalement, le rendement de chantier il est assez faible. Ce qui voudrait dire deux choses, c'est qu'il faudrait multiplier le nombre de caméras, multiplier le nombre de capteurs et donc multiplier le nombre d'opérateurs. Et on se retrouve dans les mêmes difficultés qu'on pouvait avoir avec la prospection pédestre et manuelle concrètement. Donc ce projet-là, il a une suite, parce que pour l'instant, c'est ultra performant en labo. Il va falloir qu'on consolide. Hein. Demain, vous n'appelez pas Valeriu ou Segula en disant on veut acheter la caméra, parce que vous ne pourrez pas, hein, tout simplement. Il y a des phases de test qui sont encore à finaliser. Mais il y a un projet qui fait suite en disant on va prendre un petit peu de hauteur. Il y a une grande mode du drone. Donc c'est ce que l'on va regarder. Est-ce que cette caméra embarquée sur un drone, elle a la capacité d'aller se prospecter très rapidement le vignoble dans un projet qui s'appelle Prototypage rapide de drone pour l'imagerie multispectrale en viticulture. Je vous passe l'acronyme, qui est un projet qui est déposé dans le cadre de l'ANR. Là, l'idée, c'est d'aller embarquer des caméras à différents niveaux pour pouvoir aller calculer sur la base des indices de jaunisse qui ont été calculés précédemment la détection des pieds marqués. Et puis on se dit, on va être ambitieux, on va regarder encore plus haut, mais vraiment, vraiment beaucoup plus haut, on va aller jusqu'aux satellites. Est-ce qu'avec les nouveaux satellites et la capacité et la résolution qu'ils en ont, on n'est pas capable d'aller faire une prospection, du moins la détection des points chauds, les points qui nous posent le plus de problèmes, c'est le foyer qui vient de nulle part et qui est énorme avec plusieurs centaines, voire milliers de pieds. Est-ce que ces satellites-là ne seraient pas capables de détecter ? Donc là, c'est un travail qui va être mené par ma collègue Alexandra Ostapchenko et le thésard Chorung du Cristic pour aller essayer à différents niveaux et graduer les différents niveaux, d'aller voir jusqu'à quel seuil de précision on peut avoir. Alors, on ne va pas s'amuser avec des satellites avant d'avoir vérifié sur drone, et on pourrait regarder un point intermédiaire qui est simplement l'avion dans un premier temps. Sachant que le drone, il faut des drones qui sont assez costauds. Il faut embarquer entre 5 et 10 kg de caméra, plus les ordinateurs et les batteries, etc. Mais c'est un coût accessible. L'avion, c'est tout de suite un petit peu plus cher. Donc ça ne sert à rien de se lancer sur du satellite ou de l'avion avant même d'avoir compris si ça pouvait marcher en aérien. Et le satellite, il nous faut des banques d'images. Et l'autre problématique, c'est qu'entre les satellites et la vigne, il y a un élément qui est difficile à retirer, qui sont les nuages. Et les satellites ne voient pas à travers les nuages. Ça, c'est une grande difficulté. Alors, sur les zones d'été, on a quand même un taux de couverture nuageuse qui est assez faible, mais des années, c'est compliqué. Sur la dernière campagne que l'on a fait, sur 82 jours de prise d'image du satellite, on en a 62 qui étaient bons. Donc ça laisse quand même de quoi faire. Alors l'idée, ça serait de dire on va mettre un satellite géostationnaire sur uniquement la Champagne. Vous imaginez bien que c'est un certain coût et qu'on va prendre toutes les étapes préalables avant. Donc voilà, de façon très rapide sur un projet complexe et un projet qui est quand même prometteur pour aller essayer d'enrayer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible cette fameuse flavescence dorée qui va nous poser quelques soucis dans les années à venir. Et je suis pile dans le timing normalement. Merci Mathieu.